Bonjour à tous, je suis le docteur Bodin, je suis cardiologue au CHU de Tours. On m'a demandé de vous expliquer les deux principales procédures qu'on avait réalisées lors de notre mission d'électrophysiologie à l'OGIP récemment. J'étais parti avec le docteur Pierre qui est cardiologue comme moi et une de nos infirmières la plus expérimentée, Madame Herry, et tous les trois on est spécialisés en électrophysiologie et je vais essayer de vous expliquer assez brièvement et simplement, je l'espère, les procédures qu'on a réalisées là-bas. Avant de parler de la pathologie, il va falloir que je vous explique assez brièvement la physiologie. Et donc on va parler d'abord de la conduction électrique cardiaque normale. L'activité électrique, elle venait au niveau du nœud sinusal, dans l'oreillette droite, en haut de l'oreillette droite, puis elle va se propager et activer de proche en proche l'oreillette droite, puis l'oreillette gauche, puis elle va passer par le nœud atrioventriculaire ici en jaune et la branche et le is et la branche des faisceaux et les branches du faisceau de is ici en rouge qui vont permettre d'amener rapidement l'électricité jusqu'au ventricule où on a une activation des ventricules. L'électricité, elle passe forcément par le nœud atrioventriculaire, le is et les branches, et il n'y a pas d'autre passage entre oreillette et ventricule normalement, sauf en pathologie dans le faisceau de Kent dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette activation électrique, elle va entraîner une activité à 60, 100 par minute au repos, et c'est cette activité électrique qui entraîne la contraction du cœur et donc la fréquence cardiaque de repos. Dans le flotteur commun, vous avez une activité électrique anormale qui va se coincer, ce qu'on appelle une tachycardie, qui va tourner, 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 tourner dans l'oreillette droite. Ici, je vous ai mis une version schématique dans un premier temps, puis après, je vous ai mis une vidéo qu'on a réalisée avec un système de cartographie, avec des moyens plus modernes, qui permet de bien comprendre l'activation électrique qui se coince et qui tourne. On voit ici le front d'activation, ça tourne, on suit l'activation électrique, ça tourne au niveau de l'anneau tricuspide dans l'oreillette droite, et ça tourne très vite, ça tourne à 300 par minute. Ici, vous avez une vidéo qui est fortement ralentie, mais ça tourne à 300 par minute dans la vraie vie, si je puis dire. Et ça, cette activité électrique très rapide est responsable d'insuffisance cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. Cette activité électrique, elle passe forcément par une zone qu'on voit ici en rouge qui s'appelle l'isthme cavo-tricuspide et qui est la zone que l'on va cibler dans le traitement de cette arythmie cardiaque. Le traitement, d'abord, un traitement anticoagulant qui sera à poursuivre souvent au long cours, qui permet de fluidifier le sang pour éviter qu'il y ait du caillot qui sorte dans l'oreillette, caillot qui pourrait migrer vers le cerveau et être responsable d'un accident vasculaire cérébral. Ensuite, on va aller faire une ablation par radiofréquence de l'isthme cavo-tricuspide, c'est-à-dire la zone de passage obligatoire qu'on a vue en rouge juste avant, pour remettre le cœur en rythme normal. Comment on fait ça? On fait une ponction dans l'aine au niveau de la veine fémorale sous anesthésie locale, puis on monte un cathéter d'ablation. Ici, vous avez un cathéter de la marque Boston Scientific, qui est l'une des deux sociétés qui nous a fourni de nombreux cathéters. Puis on remonte avec ce cathéter dans l'oreillette droite pour aller cautériser la zone. Ici, vous voyez un autre schéma de l'oreillette droite où on arrive avec notre cathéter d'ablation. On est passé par l'aine au niveau de la veine fémorale, donc on arrive par la veine cave inférieure dans l'oreillette droite et avec nos cathéters. On va faire des points d'ablation successifs dans cette zone qui est ici et la zone de l'isthme cavo-tricuspide toujours. Pour se guider, on utilise la radio, les rayons X, la scopie, et les signaux électriques intracardiaques. Donc ça, c'est la première arythmie qu'on a traitée, qui est une des arythmies les plus fréquentes et qu'on a traitée avec nos collègues de l'OGIP. Voilà. Ensuite, on est passé sur un deuxième type d'arythmie qui va être le faisceau de Kent. Le faisceau de Kent, c'est une arythmie aussi fréquente et qui est un peu plus complexe. Je vous ai remis ici le schéma du cœur. Vous avez les oreillettes en haut, les ventricules en bas, et le nœud atrioventriculaire et le faisceau de His et les branches. Je vous avais dit tout à l'heure que l'électricité passait forcément par là. Et bien, dans certaines situations pathologiques, il y a des patients qui ont depuis la naissance des fibres musculaires qui persistent entre oreillettes et ventricules et qui ont la particularité de laisser passer l'électricité. Ici, vous avez une fibre qui est entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, et ces fibres, ça s'appelle les faisceaux de Kent. Donc là, on est bien au niveau de l'oreillette gauche et du ventricule gauche, mais ils peuvent exister aussi à droite, entre l'oreillette droite et le ventricule droit ici.
Et parfois, on a des voies accessoires qui sont juste à côté des voies de conduction normales. Ici en jaune, vous avez le nœud atrioventriculaire, en rouge le IS, et vous pouvez avoir la voie accessoire qui est juste à côté, d'un côté ou de l'autre, et qui peut poser problème lors de leur prise en charge, on en parlera aussi tout à l'heure. Dans certaines conditions, l'activité électrique peut former un circuit électrique anormal qui va être possible uniquement grâce à ce faisceau de Kent et qui peut être à l'origine de tachycardies qui peuvent parfois être très rapides, voire dangereuses, elles peuvent vraiment aller jusqu'à 250-300 par minute. Comment ça se passe? Je vous ai mis un des schémas possibles de tachycardie possible, mais parfois c'est un peu plus compliqué. Mais le plus simple, la plus grande partie du temps, c'est l'activité électrique qui va descendre par les voies de conduction normales, qui va aller activer les ventricules, et ça c'est de façon normale. Par contre, de façon anormale, l'électricité va remonter par la voie accessoire. Donc la voie accessoire, c'est-à-dire le faisceau de Kent, hein, c'est pareil, c'est le même nom. Ça va remonter par le faisceau de Kent, ça va activer les oreillettes, puis ça va redescendre à nouveau par le nœud atrioventriculaire et les branches, le IS et les branches du faisceau de IS pour activer les ventricules, et ça va tourner, 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 tourner de façon inlassable jusqu'à 250-300 par minute, et c'est ça qui crée la tachycardie qui peut être potentiellement dangereuse pour le malade. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les médicaments sont partiellement efficaces, on les utilise parfois, mais au vu de ces risques de tachycardie qui peuvent être très rapides, voire mortels chez les patients jeunes, il est admis de faire une exploration quasiment systématiquement quand on a une voie accessoire. Le gros avantage de cette exploration, c'est que dans le même temps opératoire, pour aller voir la dangerosité, il faut faire la piqûre dans l'aine par voie fémorale sous anesthésie locale pour aller stimuler cette voie accessoire avec des cathéters spécifiques. Et une fois qu'on a regardé la dangerosité, dans le même temps opératoire, on peut réaliser l'ablation, encore une fois, par radiofréquence, c'est-à-dire aller brûler ou cautériser ce faisceau de Kent pour éviter le risque de récidive de tachycardie et mettre à l'abri les malades. Pour ça, on utilise encore une fois un cathéter d'ablation. Ici, je vous ai mis un cathéter d'ablation de la marque Abbott, qui est la seconde marque la seconde société qui nous a fourni beaucoup de matériel pour, elle aussi, pour la mission à l'OGIP. Et on va encore une fois se guider par la scopie et par les signaux électriques intracardiaques. Parfois, je vous ai dit que la voie accessoire était entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Et il va donc falloir aller dans l'oreillette gauche pour aller brûler cette voie accessoire quand elle est à gauche. Pour faire ça, eh ben, on arrive par la veine cave inférieure toujours, on est toujours par l'oreillette droite, donc on a toujours le même abord, sauf qu'on va piquer la membrane qui sépare l'oreillette droite et l'oreillette gauche, qu'on appelle le septum interatrial, et une fois qu'on est passé de l'autre côté, on va aller pouvoir brûler cette voie accessoire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut du matériel dédié pour faire cette ponction à travers le septum, il faut une certaine expertise, et pourquoi? Parce que si on pique au mauvais endroit, notamment si on pique dans l'oreillette droite ou dans l'oreillette gauche à un endroit non voulu, de façon accidentelle, parce que le cœur est tourné de façon un peu étrange ou parce que la ponction est difficile, eh ben, il peut y avoir un trou dans le cœur, dans l'oreillette, qui fait que le sang sort du cœur et s'accumule autour du cœur et peut faire un épanchement péricardique qui pourrait être dangereux pour le patient. Ça, c'est moins de 1% du cas dans les séries, bien heureusement. Et avec le matériel dédié et plusieurs procédures, l'habitude fait que les risques diminuent encore plus. Voilà ce que je voulais vous dire simplement aujourd'hui. Je vous salue tous, notamment l'équipe de l'OGIP qui nous a accueillis royalement lors de notre passage et qui, j'en suis sûr, va bientôt pouvoir faire toutes ces procédures tout seul dès qu'elle arrivera à stabiliser ses
ces approvisionnements en cathéter. Je suis vraiment désolé d'être absent, j'avais un impératif personnel, familial que je ne pouvais pas rater, et j'espère vous voir tous l'année prochaine en physique. Au revoir à tous.